Voilà. En fait, vous suivez les panneaux inscription et vous vous dirigez donc vers là. Tout droit, après la porte, vous prenez à droite le couloir principal jusqu'à l'escalier sur votre gauche, comme celui-ci, c'est le même. D'accord. Vous le montez jusqu'au premier étage. Oui. Donc il y a un escalier, vous êtes devant la porte de l'école primaire, vous passez devant, encore un escalier. Oui. Et vous êtes au premier. D'accord. Vous prenez à droite et le bureau de monsieur est un petit peu plus loin et 3-4 portes plus loin sur votre droite. Donc monsieur le directeur D'accord. du premier degré, c'est à lui. D'accord, merci. Quels sont les enjeux liés au décret, à l'application du décret? Eh bien, particulièrement en région bruxelloise, on constate qu'on a un système scolaire parfaitement dual. C'est démontré notamment dans les enquêtes PISA. Et donc on pourrait presque dire qu'on a des écoles de riches et de pauvres. Et le décret qui concerne les inscriptions en première année devrait venir corriger cette situation. C'est un des paramètres importants qui devrait venir corriger cette situation, et ce décret, quelque part, est une affirmation d'une valeur incontournable qui est celle de l'égalité. Alors, sur le terrain, quel est le but de notre enquête? Eh bien, c'est tout simple, c'est que nous voulons vérifier si le décret est bien appliqué par les directions d'école. On sait d'expérience que la grande majorité des directions d'école fait son travail de manière tout à fait appropriée, mais par contre, nous savons aussi qu'il y a des résistances, et c'est cela que nous avons voulu vérifier sur le terrain. Alors, le point 1 de cette campagne pour le décret inscription, c'est l'information. C'est fondamental, parce que sans information en amont, le public ne peut pas faire appliquer ses droits. Et donc, nous avons participé à l'initiative du délégué général aux droits de l'enfant à un bus d'information qui a circulé dans les quartiers, qui a circulé sur les marchés. Et dans ce cadre, nous avons vu 600 à 800 personnes, jeunes ou parents, auxquels nous avons expliqué les tenants et les aboutissants du décret. Et sur le plan méthodologique, qu'est-ce qui a déterminé le choix des écoles qui ont servi de base à l'enquête? Eh bien, nous sommes concentrés premièrement sur les écoles réputées complètes, donc qu'on retrouve sur le site de la communauté française. Donc toutes ces écoles qui, l'an passé, ont eu plus de demandes que de places à offrir. Deuxième critère, nous sommes basés aussi sur les écoles qui, sur leur site internet, regroupaient un ensemble d'informations qui nous laissait penser, a priori, qu'il pourrait y avoir des contradictions avec le prescrit légal, donc relatif au décret inscription. Pour nous rendre compte de ce qu'il se passe réellement au sein des écoles, nous nous sommes glissés dans la peau de parents d'élèves venant se renseigner dans différents établissements, et à l'aide d'une caméra cachée, nous avons recueilli diverses réactions. Merci. Premier scénario, 2 assistantes sociales viennent se renseigner pour un potentiel élève venant d'un enseignement spécial et d'une famille défavorisée. Vous aviez déjà envoyé quelque chose à l'école? Non. Bon, en fait, il faudrait envoyer à l'école une lettre de motivation, soit l'envoyer par courrier, par la poste, ou venir le déposer, une lettre de motivation avec une copie du bulletin de 5e primaire. En fait, c'est parce que nous, comme ça, on a déjà une idée des élèves qu'on reçoit, et si jamais l'élève va avoir des difficultés, on peut déjà annoncer en disant, mais voilà, vu tes résultats ou ton comportement et tout ça, tu risques d'avoir des petits soucis, ou alors il faudra que tu fasses un peu attention, ou voilà. À savoir qu'en théorie, nous sommes juste amenés à venir déposer le formulaire d'inscription. Il n'est en aucun cas permis de la part des écoles de demander aux parents une copie du bulletin de 5e primaire de l'élève, et encore moins une lettre de motivation. Mais il faut que les parents sachent qu'ici,
les classes, nous avons des classes de 27 à 30 élèves. Oui, mais là, Et donc, on ne peut pas avoir un suivi, ce ne sera pas un suivi pareil quand on a une petite école avec des classes moins nombreuses. moi je crois qu'il faudrait quand même essayer de trouver une école où les classes sont petites. Il y a vraiment... C'est lourd, quoi. Je crois... moi, je pense vraiment que c'est pas spécialement une bonne idée. Selon la réglementation, le maximum d'élèves autorisés par classe est de 24 élèves. Notre prochain scénario se déroule dans la même école, mais avec comme candidate une jeune fille, première de classe, venant d'une famille aisée et qui présente bien. Voilà, en fait, donc je viens prendre des renseignements pour savoir comment est-ce que je dois faire. Vous n'avez pas encore pris aucun contact avec l'école. La première chose qu'on va faire, c'est je vais vous donner un rendez-vous pour venir déposer le formulaire d'inscription de votre enfant. Oui. Et la seconde chose, c'est que vous pourrez venir déposer ou envoyer par courrier une lettre de motivation. Oui. Et la copie du bulletin du cinquième niveau. Parfait. Veuillez vous asseoir. Merci, c'est gentil. Notez que notre interlocutrice va droit au but. La bonne présentation et le savoir-vivre de notre acteur lui convenant, la prise de rendez-vous est rapidement notée et monsieur est dès lors invité à venir avec le formulaire d'inscription, ce qui n'était pas le cas pour la situation précédente. Elle n'est pas prioritaire. C'est-à-dire Oh, il y a frères et sœurs. Elle n'est pas parmi des enfants. Non, pas du tout. La secrétaire en vient même à demander si l'enfant a des priorités, chose qu'elle n'a pas proposée à nos deux assistantes sociales, alors que dans ce cas, l'enfant était prioritaire. Nous allons maintenant visionner un témoignage d'une jeune femme qui s'est rendue dans une école accompagnée d'une maman ne parlant pas français afin de prendre des renseignements. Donc moi j'ai accompagné une maman qui voulait inscrire sa fille dans une école et qui voulait avoir quelques informations avant de le faire et elle ne parlait pas très bien le français, donc elle le comprenait assez bien mais elle ne le parlait pas. Donc on a eu beaucoup de mal à rencontrer le secrétariat ou la direction parce que personne n'avait le temps de nous recevoir. Quand on a fini par obtenir un rendez-vous, nous on l'a perçu, on a eu beaucoup de mal parce qu'on a perçu un peu cet entretien comme une façon de nous dissuader d'inscrire l'enfant là. Donc déjà dès le départ, il ne voulait pas parler à la maman parce que sans doute qu'elle ne parlait pas assez bien français ou je ne sais pas, en tout cas il s'est adressé principalement à moi. Et donc voilà, il nous a avancé pas mal d'éléments qui pourraient dissuader la maman de le faire. Donc comme les frais exorbitants, les frais scolaires, donc qui étaient de 400 € obligatoires. Ensuite le fait que les livres scolaires doivent être absolument neufs. Voilà, ce genre d'éléments. Ensuite, vu que la maman expliquait que la jeune fille n'avait jamais suivi de cours de néerlandais, voilà, il lui a expliqué que c'était le cours le plus important de l'école, que c'était là où il y avait le taux d'échec le plus important et que forcément ça poserait des difficultés. La maman voulait aussi savoir si sa fille pourrait trouver sa place dans l'école, on va dire, et s'il y avait une multiculturalité effective. Et visiblement, lui disait que 90% des élèves étaient belgo-belges et que ça pourrait poser problème. Et enfin, il nous expliquait que depuis 2 ans, le ministère, avec les nouveaux décrets, force les écoles à accepter 20% d'élèves avec un indice socio-économique faible et que par conséquent, voilà, ils ne pouvaient plus gérer les inscriptions et qu'ils étaient passés de 7% à 18% du taux d'échec à cause de ça. Et voilà, nous ce qu'on ressentait fort, c'était en quelque sorte qu'on devait s'auto-censurer. Il m'a dit clairement, enfin madame, vous habitez Bruxelles depuis longtemps, vous connaissez la réputation de l'école, voilà, limite, qu'est-ce que vous faites ici? Et pour terminer notre série de caméras cachées, en voici une d'un directeur d'école qui n'aurait rien à se reprocher, ou presque. Oui, donc déjà, elle aimerait savoir le nombre d'élèves dans les classes, parce que vu que sa fille arrive du Maroc, 24 en première et en deuxième. D'accord, dans toutes les classes. Dans toutes les classes. D'accord. Au niveau de la répartition des classes, est-ce qu'il y a un certain niveau qui est maintenu dans les différentes classes, ou est-ce que par exemple tous les bons élèves sont dans une classe? Non, tous mélangés.
D'accord, parce que vu que sa fille arrive du Maroc, par exemple les cours de néerlandais, elle n'en a jamais eu. Voilà. Est-ce qu'il est possible d'avoir un soutien ou des remédiations, ce genre de choses? Il n'y a pas de remédiation en néerlandais, mais les cours de néerlandais en première, comme il y a des élèves qui n'ont pas fait le néerlandais, qui viennent de Brabant-Wallon, qui viennent d'ailleurs, tout repart à zéro. Si on étudie, normalement, il n'y a aucun souci. Les frais scolaires, il y a 70 €, ah non, ça c'est encore en plus, il y a 70 € de frais d'inscription, d'accord? Ça correspond aux fournitures scolaires qu'on donne à l'élève, journaux de classe, bulletins, toutes les photocopies pendant l'année. Mais à côté de ça, il y a évidemment le paiement obligatoirement des livres scolaires. D'accord. D'accord. Ça c'est très difficile à évaluer, mais il faut compter, je dirais, en gros une centaine d'euros pour les livres scolaires. D'accord. Voyage, voilà. Oui, première année, voyage. Ces voyages ne sont pas obligatoires parce que madame... Obligatoires. Oui, parce qu'ils sont en période scolaire. Donc tous les voyages sont obligatoires. D'accord. Oui. Parce que madame n'a pas de grands moyens financiers. Ça, on trouve toujours une solution. D'accord. Au niveau mixité culturelle, en fait, elle aimerait que sa fille soit amenée à rencontrer d'autres cultures. Oui, il y a 32 nationalités dans l'école. D'accord. Oh là là, il n'y a pas de problème. C'est une jeune fille? Oui. Oui. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a les cours d'éducation physique, que au sein des cours d'éducation physique, il y a les cours de natation. Nager? Oui. Nager. Donc, elle sait nager ou pas? Oui. Oui, ça va alors. Ok, c'est bon. D'accord. Notre enquête a mis en évidence, je schématiserais 3 types de réactions dans les écoles. La première, que je qualifierais de politiquement correcte. Les écoles appliquent le décret, mais montrent bien qu'elles continuent à pratiquer, une espèce de sélectivité académique. On a un discours parfaitement adéquat sur le décret, mais in fine, on fait remarquer aux parents que quand même, c'est une école de l'excellence ou c'est une école où il faut énormément travailler. Ensuite, on a des écoles qui pratiquent cette sélectivité académique, mais qui vont en plus demander, avoir des exigences qui vont bien au-delà du prescrit légal, à savoir une lettre de motivation, le bulletin de l'enfant, des questionnaires assez intrusifs sur la situation familiale de la famille, le statut socio-économique du père, de la mère, etc. Et enfin, on a des écoles qui pratiquent une sélectivité sociale lourde et qui clairement, dans l'entretien, ou ça apparaît aussi sur leur site, font valoir que, ils ne vont pas le dire de manière tout à fait explicite, mais que la place d'un enfant qui a ce type de statut socio-économique n'est pas dans l'école. Et donc ce qui prévaut dans cette école, c'est l'entre-soi, vraiment la volonté de rester dans un milieu socio-économique identique. Ce qui fera dire d'ailleurs un directeur d'école interrogé sur la diversité culturelle dans son école et sur la diversité sociale. Dans notre école, je dois constater que 80 à 90% des enfants qui fréquentent l'établissement sont d'origine belgo-belge. Alors, donc, comme on l'a indiqué préalablement, je dirais qu'il y a 2 temps forts dans notre enquête et 2 temps forts dans la mise en œuvre du décret. Le premier, c'est l'information. On sait parfaitement bien qu'un certain nombre de parents s'autocensurent et pensent qu'une école n'est pas accessible pour eux. D'ailleurs, on l'a vu dans le reportage, certaines écoles font appel à cette autocensure quand certains parents ne se rappellent plus que la réputation de l'école fait qu'ils ne devraient pas s'adresser à eux. Enfin, continuer à expliquer le décret. Nous avons pu constater sur le grand nombre de personnes que nous avons vues qu'aucune, et je dis bien aucune, n'avait entendu parler de l'indice socio-économiquement faible de l'école primaire. Or, c'est un élément clé, si on s'en réfère au formulaire que les parents ont reçu, eh bien, à côté de cet indice, il est indiqué oui ou non, et ça leur permet de savoir si l'école primaire de leur enfant est une école, je dirais, à discrimination positive, et donc si de ce fait, ils font partie des premières priorités du décret, à savoir 20,04% des places qui doivent être réservées à ces enfants. Si on veut que le décret porte ses fruits à l'avenir, il faut mettre un accent particulier sur la question de l'information. Alors, autre élément de conclusion que nous pouvons ajouter encore, c'est qu'effectivement, à l'avenir, il conviendrait de limiter encore beaucoup plus fortement
cet espace de rencontre entre les directeurs d'école et les parents, cette boîte noire dans laquelle beaucoup de choses se jouent finalement, il conviendrait de limiter l'impact de cet entretien et de passer effectivement à une gestion collective des inscriptions. Il reste à présent aux politiques d'avoir la volonté de concrétiser ce projet, cet objectif, étape incontournable selon nous pour accéder à une école plus juste.